dit, pour ceux qui croient, aucune preuve n'est nécessaire. Pour ceux qui ne croient pas, aucune preuve n'est possible. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X-Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. Bon vendredi 27 novembre 2020. Mon nom c'est Marceau, son nom à lui c'est Christian Page. Bonsoir. Bonsoir, M. Marceau. Il est pas prêt. Non, je suis pas prêt, je peux te le dire. T'es pas prêt? D'habitude, je perdais à peu près 10 livres avant le temps des fêtes, puis là on dirait qu'avec tout ce qu'ils nous font, là, plus de gym, plus d'endroits pour aller s'entraîner, puis juste ça à faire, manger. J'ai quasiment pris 15-20 livres. Qu'est-ce que je vais refaire pendant le temps des fêtes, Christian? Aide ta femme dans les activités ménagères. Tu vas perdre du poids. J'étais en train de communiquer avec toi avec mon téléphone, puis sur Messenger. Puis je me suis dit, coudonc, j'ai les deux avant-bras à côté sur ma bedaine. C'était jamais arrivé. Il va falloir que je fasse quelque chose, Christian. Est-ce que tu as des trucs pour se tenir en forme? Non, malheureusement, je suis un peu... moi, j'ai toujours été chanceux là-dessus. Je suis pas un individu qui a tendance à prendre beaucoup de poids. Ouais. Et ça tombe bien parce que je suis pas un type qui est très physique, donc j'ai beaucoup d'activités intellectuelles, des trucs comme ça, mais le sport, le gym, tout ça, là, je me sens pas très à l'aise là-dedans. Écoute, ça, c'est pas d'aujourd'hui. Quand j'étais adolescent, je disais à des amis, si vous apprenez qu'à un moment donné qu'on m'a retrouvé mort sur un terrain de tennis, rappelez-vous, je ne faisais que passer. Oui, ton corps a été déplacé. Oui, c'est ça. Ou ton le corps corps a été déplacé. Voilà. Donc, non, effectivement, mais je remercie le ciel pour ça. Je suis un individu qui, malgré que peu importe le régime auquel je m'adonnais, je prenais pas vraiment beaucoup de poids. Ah là, je sais pas ce que je vais faire. Je peux pas croire que je vais me... Tu te remettes à la plongée. Écoute, si tu peux pas aller faire de la plongée dans le sud, tu peux te contenter de faire de la plongée dans le Saint-Laurent ou bien un truc comme ça. C'est prévu d'ailleurs dans les prochaines semaines. Je devrais passer à côté de chez toi pour me rendre à Morrisburg en Ontario. L'an passé, ma dernière plongée a été le 30 décembre et ma première plongée de l'année a été le 2-3 janvier. Est-ce que tu fais de la plongée sous la glace? En fait, à Morrisburg, il n'y en a pas de glace. Mais c'est extrêmement froid. Là. Il fait vraiment froid. Mais parce que je sais que, je suis pas un spécialiste, mais je sais quand on fait de la plongée sous-marine, il y a de la plongée en eau vive, il y a de la plongée sous la glace, et il y a également de la plongée dans les cavernes. Les cavernes, c'est très intéressant. Pour ce qui est de la glace, on dirait que ça m'intéresse un peu moins. Oui, je comprends. Les cavernes, ça nous rappelle plus le sud, alors que la glace, c'est un peu plus hivernal, effectivement. Oui, puis on dirait que la glace, ça t'offre pas beaucoup d'options. Il y a un trou ou peut-être un autre plus loin, mais si jamais il se passe quelque chose entre les deux, on est dans le trouble. Hey, cette semaine, les internets se sont enflammés, Christian, avec un fameux bloc étrange qui est apparu dans l'Utah. On va en parler, cette histoire de monolithe de l'Utah. Et c'est étonnant parce que, somme toute, sans cette connotation ou ce lien que l'on fait avec le film 2001, l'Odyssée de l'espace, somme toute, il n'y a pas grand-chose. Tu comprends, c'est un monolithe qui est constitué de 3 plaques en acier inoxydable qui sont rivetées entre elles. Tu comprends, il n'y a pas d'annotation ou de lien quelconque avec l'univers du surnaturel. Ce n'est que 3 pièces d'acier inoxydable qu'on trouve comme ça dans le désert de l'Utah. Écoute, je vais revenir un peu là-dessus parce qu'on en sait un petit peu plus, mais néanmoins, c'est vrai que l'Internet s'est enflammé autour de cette histoire-là. Ça a été, si on parle de l'actualité insolite de la semaine, cette affaire-là a dominé, bien sûr, le palmarès. Oui, puis merci aux auditeurs de nous envoyer toutes ces informations-là. Bon, je l'ai reçu 260
67 fois, là, je vous remercie, mais d'être à l'affût parce que je vois pas tout passer puis je peux pas tout te transmettre quand on m'envoie du stock. Là. Mais là, le bloc monolithique, je savais qu'on allait en parler ce soir. Ouais. Donc, voilà. L'expérience de Philadelphie, c'est notre sujet de la soirée. Oui, puis écoute, Yannick, j'ai décidé, comme tu as pu le voir quand je t'ai remis mon plan de match pour ce soir, j'ai fait un peu un bouleversement. Parce que je me suis fait prendre à quelques reprises dans le passé en ne gardant pas suffisamment de temps pour documenter le sujet. Puis, en particulier lorsqu'il y a 3 ou 4 semaines, on avait fait le truc sur Travis Walton. Tu te rappelles, cet Américain qui faisait partie d'un groupe de 7 bûcherons, si je puis dire, qui disait avoir été enlevé. On était le 5 novembre 1975 et là, il disait avoir été enlevé par des extraterrestres. Cette histoire-là a alimenté le film Fire in the Sky, OVNI, l'ultime rencontre, et c'est considéré comme l'une des meilleures ou des plus importantes histoires, entre guillemets, d'enlèvement extraterrestre, de la culture ou de l'histoire des OVNIs. Et quand on a fait ce truc-là, en fait, quand on a commencé, là, il y a quelques semaines, à se dire, on va essayer de présenter des sujets, puis les décanter avec les éléments pour, les éléments contre, je me suis pris un peu à mon propre jeu dans la mesure où, et en particulier dans le cas de Travis Walton, où on a manqué de temps. Il y avait tellement de choses que j'avais encore à dire sur l'affaire Travis Walton et on n'a pas eu le temps de le dire. Alors je me suis dit, pour l'affaire de ce soir, c'est une question du public qui m'a été à quelques reprises envoyée. Je te rappelle, Yannick, qu'à peu près à la même période l'an dernier, on avait fait une émission où on avait parlé des voyageurs du temps et notre invité était Jocelyn Keller. Et bien sûr, quand on a parlé des voyageurs du temps, on a abordé plusieurs histoires, des anecdotes qui sont alimentées dans l'univers du paranormal où on parle de voyageurs du temps. Et bien sûr, difficile de ne pas évoquer à travers tout ça l'expérience de Philadelphie. Mais on n'avait jamais consacré vraiment une émission ou une partie d'émission à cette histoire-là qui est je dirais, un des grands éléments, une des grandes histoires qui a marqué la culture du paranormal et dont on parle encore régulièrement aujourd'hui, l'expérience de Philadelphie, qui a même alimenté au moins 2 films au cinéma. Donc, quelle est la réalité de cette expérience de Philadelphie? Et je te dirais, au cours des derniers mois, plusieurs personnes m'ont écrit « Avez-vous entendu parler de ça? Vous en pensez quoi? Vrai, pas vrai? » Et dès qu'il y a quelque chose dans les médias qui évoque la possibilité du voyage dans le temps ou de l'invisibilité, une nouvelle découverte dans le domaine militaire, où on parle d'invisibilité, bien sûr, on ramène sur le devant de la scène cette histoire de l'expérience de Philadelphie. Donc, ce soir, j'ai décidé qu'on était pour parler de l'histoire de l'expérience de Philadelphie. J'ai préparé une petite capsule, comme on le fait depuis quelques semaines maintenant, qui raconte l'histoire de l'expérience de Philadelphie. Et on va présenter ce volet-là un petit peu plus tôt dans l'émission, parce que c'est une histoire qui est très complexe. Il y a beaucoup d'intervenants. Il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses, des choses qu'on a modifiées, qu'on a altérées. Puis, je veux m'assurer qu'on puisse bien aller au fond des choses. Donc, on va présenter un peu plus tôt dans l'émission ce volet-là sur l'expérience de Philadelphie pour se donner amplement de temps pour mieux la décanter, contrairement à ce que j'avais fait avec l'affaire de Travis Walton, où là, bien sûr, j'ai dû à la toute fin là, un peu pédaler pour essayer de lancer les éléments pour ou contre un peu dans l'ordre et dans le désordre. Donc, on va essayer de pallier à ça ce soir avec l'expérience de Philadelphie. Et ensuite, il y avait une question qui m'avait été posée par des gens cette semaine. Parce que il y a l'émission à Historia, on avait parlé la semaine dernière de l'émission Le secret du Skinwalker Ranch, et il y a une autre émission qui suscite beaucoup d'intérêt, qui joue en ce moment à Historia. On a commencé à présenter la 2e saison de la série Projet Blue Book. Et dans la première saison, il y avait un événement, je pense que c'était le 2e ou 3e épisode, il y avait un événement qu'on a appelé l'histoire du monstre de Flatwood. Et cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a écrit en me disant, est-ce que, il avait commencé à regarder la série, puis là, il me dit, il y a eu cette histoire-là, est-ce que l'armée a enquêté là-dessus, quelles ont été les conclusions? Alors, c'est une question du public et j'essaierai d'y répondre à la toute fin de l'émission, d'essayer de se garder quelques minutes pour parler de cette histoire du monstre de Flatwood qui remonte quand même à 1952. Là. C'est pas une petite jeunesse, mais c'est vrai que c'est une histoire, elle aussi, qui a beaucoup marqué la littérature sur les phénomènes paranormaux. Donc, c'est un peu notre programme de ce soir, les actualités, l'expérience de Philadelphie et à la toute fin, quelques mots sur le monstre de Flatwood. Parfait. On débute ça avec le retour sur le signal « Wow ». Écoute,
Je sais, moi-même, je commence à me trouver redondant avec cette histoire-là de signal noir. On devrait commencer à l'appeler le signal yo-yo, hein, parce que le signal noir, bon, je rappelle un peu aux gens de quoi il est question, ça s'inscrit dans l'histoire de cette recherche de signaux radio d'origine extraterrestre, et il faut reculer au 15 août 1977 pour bien comprendre la nature de ce signal. On est au radiotélescope, le Grande Oreille, en Big Ear de l'Université du Delaware, et à ce moment-là, le radiotélescope est utilisé pour écouter des signaux radio dans l'espace. En fait, il écoute l'espace. On espère capter éventuellement un signal radio qui pourrait être d'une nature artificielle, donc suggérant l'existence d'une civilisation extraterrestre. Et tout ça fait partie du programme SETI, le Search for Extraterrestrial Intelligence, programme qui a été mis de l'avant au tout début des années 1960 et que les gens, les auditeurs ce soir, connaissent probablement à travers le film mettant en vedette Jodie Foster, qui était le film Contact. Donc, on a ce radiotélescope, il est en activité, on est le 15 août 1977, l'antenne est tournée vers la constellation du Sagittaire. L'astrophysicien, astronome qui est en service à ce moment-là, c'est un type qui s'appelle Jerry Hyman. Et puis voilà, vers 23h16, il y a les imprimantes qui captent les signaux et qui retransmettent, là, ils font une impression sur papier du signal reçu. Elles se mettent en activité, ça semble un peu être la folie. Et là, voilà que pendant 72 secondes, le radiotélescope capte un signal excessivement fort de 1,42 GHz. Pour te donner une idée, là, quand on tourne les antennes vers l'espace, on reçoit des variations, des ondes électromagnétiques qui proviennent de l'espace, qui proviennent des étoiles, qui proviennent de nuages de gaz dans l'espace. Le signal, à ce moment-là, qui est reçu pendant 72 secondes, il est 30 fois plus puissant que ces ondes électromagnétiques qu'on reçoit là, sur une base de façon régulière de l'espace. Donc, le signal se met, les imprimantes se mettent soudainement à reproduire sur papier les courbes de ce signal. Jerry Hyman prend le papier et là, il regarde, voit le tracé graphique du signal. Et là, il inscrit dans la marge de la feuille de papier « Wow », W-O-W, avec un point d'exclamation. Il faut savoir, Yannick, que ce message-là n'a jamais été capté une seconde fois. On a eu beau tourner le radiotélescope vers cet endroit-là de la constellation du Sagittaire, jamais le signal n'a été capté une seconde fois. Et pourquoi je te mentionne que c'est quasiment le signal yo-yo? Ben, je pense que ça doit faire 10 fois qu'on en parle à l'émission, parce que c'est un sujet qui est excessivement controversé. Bien sûr, quand le signal est arrivé au début, on s'est dit, est-ce qu'il pourrait s'agir d'un signal radio d'une origine extraterrestre, vraiment émis par une civilisation extraterrestre? Il en avait toutes les caractéristiques. Si tu demandais aux astrophysiciens à quoi, si on s'attendait à recevoir un signal de l'espace, à quoi devrait-il ressembler? Le signal WOW en avait toutes les caractéristiques. Mais on avait déjà été un peu piégé dans le passé. On avait capté des signaux radio qui semblaient réguliers, très puissants, et pendant un temps, les astrophysiciens avaient cru à des signaux radio d'origine extraterrestre pour découvrir que c'était finalement des types d'étoiles particulières, des étoiles de protons, les quasars, les pulsars. Donc, ce sont des types d'étoiles qui vont émettre des ondes électromagnétiques dans l'espace sur des ondes de façon plus ou moins régulière et qui peuvent donner, et qui ont donné pendant un temps une impression aux astrophysiciens qu'on était en présence de signaux radio d'origine extraterrestre avant qu'on découvre la nature même de l'étoile et qu'on comprenne à ce moment-là qu'on avait été piégé par un phénomène naturel. Dans le cas du signal noir, c'est un peu la même chose. Le signal est si extraordinaire qu'on a essayé de l'évaluer, de le décanter, essayer d'y trouver une source. Et donc, pendant, je te dirais, une quarantaine d'années, sans s'avancer directement en disant « voilà, c'est un signal d'origine extraterrestre », on y gardait quand même le haut du pavé. On se disait si on a reçu un signal radio extraterrestre, même si on n'en a jamais reçu un autre de cette même région-là, le signal noir en a toutes les caractéristiques. Et puis voilà qu'il y a à peu près 3 ou 4 ans, il y a un astrophysicien qui s'appelle Antonio Paris, qui lui, en regardant ce signal-là, il dit, ben finalement, le signal noir ne serait pas un signal radio d'une origine extraterrestre, mais il serait simplement une espèce d'anomalie naturelle qui aurait été émise par un nuage de gaz qui entourait
avait une comète qui passait au même moment dans le champ de captation, si je peux dire, du radiotélescope, une comète qui est connue dans les milieux de l'astrophysique comme étant sous le nom très évocateur de 266 P. Christensen. Donc, c'est très romantique, là. Donc, on s'est dit, il doit sûrement s'agir de ça. Mais dès qu'Antonio Paris a émis cette histoire-là, puis quand même, il avait publié c'est un article qui avait été publié dans un magazine là, très, très réputé, le Washington Academy of Science, mais dès la publication de l'article, des astrophysiciens ont commencé à émettre des commentaires ou des critiques en disant « Oui, mais c'est pas sûr que la comète se trouvait exactement à l'endroit où le signal radio a été émis. On savait qu'elle était dans le secteur, mais est-ce que ça venait exactement de cet endroit-là? » Donc, tu vois, depuis les années où on parle du signal noir, on est continuellement un peu comme sur une montagne russe. Des hauts, des bas, des hauts et des bas. Et voilà, il y a quelques jours, un astrophysicien amateur, mais très réputé dans son milieu, a utilisé une base de données qui appartient à la base de données de l'Agence spatiale européenne, une banque de données qui contient quand même des relevés pour 1,3 milliard d'étoiles. Donc, cet astronome amateur, Alberto Caballero, a repris le signal noir, il a comparé ça à cette banque de données, encore une fois, là, plus d'1 milliard d'étoiles, et il a réussi à cibler exactement l'endroit d'où avait été émis le signal noir. Et finalement, on peut éliminer l'histoire de notre fameuse comète, qui finalement était un peu comme, pour utiliser une de tes expressions, un coït interrompu, hein, parce qu'on y a cru, puis finalement, ça semblait être une comète. Non, voilà que le débat est relancé de nouveau. Alberto Caballero dit non, c'est vrai que la comète, la 266 P. Christensen, était dans les parages, mais le signal ne provenait pas de cette source-là. Et il identifie la source, écoute, j'ai pris une note là ici, la source c'est le 2 MASS 192819822-2640123. Essaie de retenir ça c'est bon pour la loterie. Donc ça, c'est exactement l'endroit d'où le signal a été émis, et c'est une étoile qui est dans la constellation du Sagittaire, qui est une étoile qui est excessivement semblable à notre Soleil, tant par sa masse que par sa stabilité et par son éclat de lumière. Et c'est une étoile qui est située à peu près à 1800 années-lumière de la Terre. Mais tu vois, donc là, l'espoir renaît de nouveau avec ces nouveaux calculs, cette nouvelle évaluation. Ben, finalement, peut-être que le signal noir provenait bel et bien d'une planète gravitant autour d'une étoile semblable à notre Soleil, donc peut-être, une civilisation d'origine extraterrestre. Malheureusement, en science, il faut souvent pouvoir reproduire le phénomène, et dans le cas du signal noir, inutile, hein, je le rappelle encore une fois, jamais on n'a réussi à capter un second signal de cette région-là. Parfait. On part avec une capsule Dragon de SpaceX, là, puis on met le gaz au fond. Ça nous prend combien de temps à atteindre cet endroit-là? Ben écoute, c'est à 1800 années-lumière. Hein? Donc, si on tient compte que la lumière se déplace à la vitesse de 300 000 km à la seconde, donc, tu as 300 000, tu le multiplies par 60 pour ta minute. Ensuite, bon, tu as compris un peu le principe. Donc, c'est pas demain la veille qu'on pourra se rendre dans cette région-là. C'est une bonne run, Écoute, il faut que tu prennes ton mal en patience. Maintenant, on parle de détection de l'ADN de thylacine. Écoute, ça aussi, on en a parlé à maintes reprises à l'émission. C'est un sujet qui est passionnant, et il est particulièrement passionnant pour les gens, pour les Australiens. Hein? Ici, en Amérique, on a nos histoires de Bigfoot. Les Écossais ont leur Loch Ness. Alors qu'en Australie, ou dans cette région-là, entre l'Australie, tu as également l'île de Tasmanie, la Nouvelle-Zélande, ils ont un animal qui, contrairement à notre Bigfoot ou contrairement au monstre du Loch Ness, d'où on n'est pas certain de leur existence, dans le cas des Australiens, eux, ils ont une certitude. Hein? Ils ont un animal qu'on appelait tigre de Tasmanie, dont le vrai nom est le thylacine. C'est un animal, c'est un marsupial, qui ressemblait à un gros chien. Imagine-toi à peu près la grosseur d'un chien berger, là, et qui faisait partie de la famille des kangourous. Cet animal-là, bon, on peut le décrire là, de l'extérieur, on dirait un gros chien, et à partir du milieu du dos jusque sur les fesses à peu près, l'animal avait des rayures noires sur son pelage un peu couleur fauve, d'où son nom de tigre de Tasmanie.
Cet animal-là n'est pas un mythe, hein. Il a bel et bien existé, puis il a existé jusqu'à tout récemment. Lorsque les premiers colons britanniques ont commencé à s'installer en Australie, d'abord, il faut savoir que l'Australie, qui s'appelait autrefois la Nouvelle-Galles du Sud, était une colonie pénitentiaire. On y envoyait des prisonniers. Et ensuite, bien évidemment, l'île a commencé à se peupler. Puis il y avait bien sûr, on tient compte qu'il y avait les Premières Nations là, qui habitaient, les aborigènes d'Australie qui habitaient sur place. Mais je parle au moment où de l'arrivée des colons européens, donc les Britanniques. On en fait une colonie pénitentiaire et ensuite l'île commence à se peupler, l'Australie. Et à ce moment-là, le thylacine, écoute, il est en haut de l'échelle alimentaire. Là. La pyramide alimentaire, c'est lui qui la contrôle. C'est un animal excessivement agressif et c'est un animal carnivore. Et tu comprends, lorsque les colons s'y installent, on met des poules dans des enclos, on met des animaux dans des enclos, des animaux de ferme. Alors le thylacine, tu comprends, lui, il n'a plus besoin de chasser. Hein? Le buffet est devant lui. Il fait des ravages, mais épouvantables. Alors, tant et si bien que les colons vont s'adresser aux autorités en disant « Cet animal-là, il est épouvantable. Non seulement il est agressif, hein, c'est un véritable loup dans la bergerie, mais il fait des carnages incroyables. Donc, il nuit à l'expansion de l'agriculture, des fermes, etc. » Donc, le gouvernement va autoriser la chasse au thylacine. Malheureusement, tu comprends qu'on est loin des... Greta n'est pas encore née et on est loin des préoccupations de gaz à effet de serre et de la protection de l'environnement. Donc, c'est vraiment une carte blanche aux chasseurs. On doit éliminer le thylacine. Et en fait, on va le chasser jusqu'à l'extinction. Et le dernier de ces thylacines va mourir en captivité en 1936. Il nous reste encore des images granuleuses en noir et blanc où on peut le voir, cet animal-là. C'est tout à fait étonnant et quel bel héritage d'avoir au moins, si on n'a plus l'animal, on a quand même des images pour voir à quoi il ressemblait. Et le dernier des thylacines mort en captivité, il s'appelait Benjamin. Curieusement, c'est un nom masculin, mais c'était un animal femelle. Et Benjamin est mort en captivité, crois-le ou non, parce que le gardien a oublié de le rentrer le soir. Donc, il faisait froid. On lui a oublié l'animal dans son enclos et l'animal est mort de froid. C'était le dernier sur Terre. C'est le dernier sur Terre. Donc, c'était en 1936. Ça doit dormir mal pendant une couple de jours. Oui, je ne sais pas si j'ai perdu son emploi, mais bon. Et il faut dire, pourquoi je te fais tout ce préambule-là, c'est pour te montrer le grand intérêt que cet animal-là suscite encore en Australie, parce que depuis la disparition officielle du thylacine, donc le dernier mort en 1936, on continue d'avoir des apparitions, des témoignages sporadiques où des gens disent « Voilà, je suis allé en forêt et j'ai vu un thylacine. » Il y a même des images qui ont été tournées, mais le thylacine est devenu un peu comme le monstre du Loch Ness ou les ovnis. Hein. C'est quasiment à croire que les thylacines, s'il y en a encore qui vivent à l'état sauvage, ont des systèmes de floutage comme les ovnis, parce que toutes les photographies, tous les films que l'on a depuis l'époque, depuis 1936, ce sont tous des films ou des photographies de très mauvaise qualité, où on voit quelque chose de flou au loin, qui peut être un renard, qui peut être un chien, qui peut être un thylacine, qui peut être à peu près n'importe quoi. On en a parlé aussi l'an dernier, les autorités australiennes avaient émis un communiqué, c'était le ministère de la Faune australien, c'était, je crois, au printemps dernier. Ils avaient émis un communiqué en disant que de tous les récits rapportés de thylacine à travers depuis les années 30 jusqu'à aujourd'hui, seulement une dizaine d'entre eux avaient été retenus par les autorités gouvernementales comme étant crédibles. Mais attention, crédible ne veut pas dire que l'animal existe pour autant, mais on avait des témoignages qui étaient crédibles. Et malgré cela, on n'a jamais réussi à capturer un animal. Donc, depuis 1936, tous les animaux, on a mis des caméras dans des forêts, on espérait en filmer, on n'en a pas filmé. Il y a des gens là-bas, comme on a ici en Amérique du Nord, des gens qui font la chasse au Bigfoot, la chasse au Sasquatch ou des chasseurs du monstre du Loch Ness. Ben, tu comprends qu'en Australie et en Tasmanie, il y a des groupes qui sont fascinés par ces animaux disparus qu'on appelle la cryptozoologie. Donc, ces cryptozoologues, qui sont un peu des zoologistes amateurs, se lancent en forêt, font des battues dans l'espoir de capturer un thylacine. Et jusqu'à maintenant, tout ça a échoué. En revanche,
non seulement le dernier thylacine est mort en 1936, mais on a également des embryons de thylacine qui sont conservés dans des bocaux là, d'alcool, de formaldéhyde, donc qui sont excessivement bien conservés. Et comme le dernier animal est mort récemment, il y a moins d'un siècle, il y a 80 ans, on a des échantillons de sang, de peau qui sont excessivement bien conservés sur le plan de l'ADN. Je te dirais même que quand on parle de clonage d'animaux, le thylacine est un peu en haut de la liste, parce qu'on a tellement des bons échantillonnages d'ADN que jusqu'à maintenant, c'est pas suffisant pour pouvoir reproduire l'animal, parce qu'il faut toujours se rappeler, les gens s'imaginent, on peut cloner un animal, il faut quand même une mère porteuse. Et même si on réussit à introduire dans une cellule d'un autre marsupial, imaginons par exemple un kangourou, qu'on viderait on viderait la cellule de ces chaînes ADN pour les remplacer par l'ADN du fameux thylacine. Il faut trouver une mère porteuse. Est-ce qu'on pourrait introduire cette cellule une fois en développement, cet embryon, est-ce qu'on pourrait l'introduire à l'intérieur d'une mère porteuse pour l'amener jusqu'à sa maturité? C'est pas certain. Le plus proche cousin que l'on a du thylacine, c'est le diable de Tasmanie, qu'on connaît bien dans les dessins animés, là. Donc, qui est un petit animal qui ressemble un peu, grosso modo, à un blaireau en Australie. Donc, cet animal-là, c'est le plus proche cousin que l'on a du thylacine. Est-ce qu'on pourrait utiliser un diable de Tasmanie femelle pour pouvoir introduire un embryon modifié du thylacine? Pour l'instant, la science ne permet pas ça. Mais, en revanche, à cause justement de cet échantillonnage d'ADN qui est excessivement bien documenté, on a proposé un nouveau type de recherche sur le terrain. En fait, c'est le même type de recherche qui avait été fait il y a 2 ans lorsqu'on avait essayé de documenter le monstre du Loch Ness. Rappelle-toi, on en a parlé à l'émission. Neil Gemmell, un scientifique de la Nouvelle-Zélande, s'était rendu en Écosse, au Loch Ness. Il avait prélevé des échantillons d'eau et comme tous les animaux contaminent leur environnement, que ce soit par des déjections, que ce soit par des excréments, que ce soit par le fait que la peau, il y a des mues et on perd des échantillons de peau. On peut, en comparant un environnement particulier, essayer de retrouver, on peut faire des séquences d'ADN dans cet environnement-là. Bien sûr, l'eau est meilleur porteur de ces éléments ADN que peut l'être la nature à l'extérieur, c'est-à-dire sur la terre ferme. Mais néanmoins, ce que Neil Gemmell avait fait, donc en prenant ces échantillons d'eau, il avait fait des analyses, et dans toute cette séquence, il n'a trouvé l'ADN d'aucun animal inconnu. Ce qui vient fermer la porte à l'existence d'un animal mystérieux qui vivrait dans le Loch Ness. Et Gemmell avait, l'été dernier, avait rendu public ses résultats en disant « S'il existe un animal dans le Loch Ness qui a alimenté la légende du monstre du Loch Ness, c'est probablement des anguilles parce qu'il a trouvé énormément d'ADN d'anguilles dans les échantillons d'eau qui ont été prélevés. » Alors là, les scientifiques australiens proposent exactement la même méthode, mais cette fois sur la terre ferme, dans des endroits où on dit avoir vu des thylacines. En particulier en Australie, il y a le Queensland, il y a des grandes forêts, des grandes réserves fauniques du Queensland, où des gens disent avoir croisé des thylacines. Même s'ils n'ont pas réussi à le filmer ou à le photographier, c'est parmi les récits les plus crédibles que considèrent les autorités australiennes. Alors là, l'idée, c'est de faire des prélèvements dans cet environnement-là, des centaines, sinon des milliers de prélèvements, tant sur la terre, sur les feuilles, les herbages, sur les écorces des arbres, et on espère éventuellement que dans cet échantillonnage-là, s'il y a des communautés, s'il y a des animaux, des thylacines qui existent encore, ils pourraient avoir laissé des marqueurs génétiques, et cette nouvelle méthode, cet ADN environnemental, permettrait de donner une réponse si oui ou non, il peut exister encore à l'état sauvage des communautés de thylacines, même si officiellement l'animal est disparu depuis 1936. On ne sait pas, peut-être qu'il y aura des émissions, il y a encore des émissions à la recherche du Bigfoot. Donc... peut-être que ce sera à la recherche du thylacine. Mais c'est le fun parce qu'on voit que l'avènement de nouvelles techniques dans le domaine de la science permet de repousser encore plus loin l'espèce de fantasme, tu sais, parce que avant, tu disais, on va essayer de trouver le thylacine, le seul moyen que l'on a, c'est d'y aller soi-même, faire une battue dans l'espoir de capturer l'animal. Et là, voilà que la science, avec l'avènement de nouvelles technologies, de nouvelles techniques, permet bien sûr de diversifier ses approches pour essayer de mieux documenter
le terrain ou le sujet que l'on essaie d'exploiter. Parfait, on revient maintenant sur ce qui a fait brasser les internets aujourd'hui et cette semaine, en fait, l'étrange molonite de l'Utah. Ben oui, écoute, on rappelle un peu les circonstances de cette découverte. Hein? C'est le 18 novembre dernier, même si la nouvelle a été rendue publique seulement en début de semaine, cette semaine. L'affaire remonte au 18 novembre dernier. Donc, il faut savoir qu'on est dans la partie à peu près sud-est de l'Utah. C'est une région excessivement désertique. Là, imaginez-vous des canyons de terre rouge. D'ailleurs, l'endroit a souvent été utilisé lorsqu'on faisait des films, des tournages du genre Le Dernier Homme sur Mars ou des trucs comme ça. Donc, quand on tourne des images, on va avoir un environnement désertique presque martien. Il faut savoir que l'Utah est excessivement propice à ça. Donc, on a, le 18 novembre dernier, on a un groupe de gens qui sont à bord d'un hélicoptère, qui est une unité aérienne du département de la sécurité publique de l'Utah. Ils circulent dans cette région-là et ils comptabilisent les cheptels de mouflons, donc ces espèces de chèvres de montagne avec les cornes un peu retournées, là, un peu comme un colimaçon. Donc, ces gens-là survolent le secteur, font ce décompte-là des mouflons, et voilà que le pilote a le regard attiré par une espèce de flash lumineux. Il contourne l'endroit avec l'hélicoptère, et là, on est littéralement dans un film de science-fiction. Il voit dans le désert, au fond d'un canyon, loin de toute habitation, on est à des dizaines et des dizaines de kilomètres de toute habitation. C'est tellement difficile de se rendre là et tellement dangereux que les autorités ont refusé de dire à quel endroit ça se trouvait. Bien sûr, depuis l'annonce de cette découverte, des gens qui connaissent bien le désert ont reconnu l'endroit, sont allés sur place, ont photographié le monolithe, mais cette information-là est venue par la bande, parce que les autorités ont annoncé, lorsqu'ils ont fait l'annonce de la découverte, ils ont dit « on ne dira pas où ça se trouve, parce que s'y rendre, les gens pourraient se perdre, et c'est tellement dangereux qu'il pourrait y avoir des accidents. » Donc, notre hélicoptère en question se pose, les passagers débarquent et s'approche, et là, il voit ce monolithe. Il est au fond d'une espèce de cuvette naturelle. Il fait à peu près 3 mètres de haut, c'est 10-12 pieds de haut. Il est triangulaire, hein? Il est un peu comme un prisme. Il s'agit en fait de 3 grandes plaques d'acier inoxydable, hein, du stainless steel. Et ces 3 plaques-là font à peu près, grosso modo, 60 cm, 70 cm de large pour, comme je l'ai mentionné, 3 mètres de haut. Elles sont rivetées entre elles et il n'y a aucune inscription, il n'y a aucune information. Le monolithe est là, tout simplement. On sait, il n'y a pas beaucoup plus d'informations qui vont être transmises par le département de la sécurité publique, mais les gens qui vont se rendre sur place, ils ont quand même, il faut dire que le département de la sécurité publique ont mis des photos et des films abondamment sur leur site. Donc on voit les gens qui étaient à bord de l'hélicoptère s'approcher du monolithe, on voit où il se trouve, les images sont belles, on le voit bien. Déjà ensuite, les amateurs qui ont réussi à localiser l'endroit où le monolithe se trouvait sont allés sur place à leur tour. Ils ont mis également sur les réseaux sociaux des images où là on voit encore mieux le monolithe. Comme je l'ai mentionné, 3 plaques d'acier inoxydable, elles sont rivetées entre elles par des pop rivets. On voit sur le sol, dans la roche, elle est solidement maintenue au sol. On voit que sur le sol, il y a des marques de scie. Donc, on a scié la pierre pour bien encaver le monolithe. À la base, il y a un joint de silicone qui est placé là. Et en faisant des recherches à travers Google Earth, donc ce logiciel qui permet d'avoir une vision là, à partir des photographies satellites, on découvre que le monolithe n'était pas là au printemps de 2014, mais il apparaît au début de 2015. Donc, le monolithe est arrivé à cet endroit-là, à peu près à cette époque-là. Qui l'a mis là? Parce que là, il y a des gens qui disent, est-ce qu'il pourrait s'agir d'un coup monté pour une publicité d'un film? Si c'était le cas, on en aurait entendu parler depuis 5 ans. Là. Le film est probablement pas sorti, il y a quelque chose qui s'est passé. Là. Donc, on n'a rien de ça. On ne connaît pas. Si c'est un artiste qui a fait ça, il faut savoir que on ne peut pas ériger. Bien sûr, on pourrait toujours se faire une comparaison en parlant des graffiteurs qui vont rentrer dans des édifices publics abandonnés, par exemple, et ils vont faire des graffitis qui est considéré comme de l'art urbain. Est-ce qu'il s'agit d'un artiste qui a, comme ça, décidé de faire une œuvre et qui a été laissé là depuis 5 ans sans que personne ne la découvre? Si c'est le cas, bien sûr, cet artiste-là
n'a rien à gagner d'avoir fait une œuvre que personne n'a vue, que personne n'a trouvée, et dont on ne connaît pas l'identité. Il est allé à l'encontre également des lois, parce qu'on ne peut pas techniquement mettre une œuvre artistique au milieu de nulle part sans avoir les autorisations nécessaires. Et on ne connaît rien de semblable non plus, donc on n'a pas d'idée de qui, quand, comment, pourquoi, là, si ce n'est, comme je l'ai mentionné, que quelque part, l'œuvre a dû être fabriquée entre 2014 et 2015, mais on n'en sait pas plus. Alors, et bien sûr, il y a le fantasme parce qu'un monolithe qui apparaît au milieu de nulle part, ça nous fait penser, bien sûr, au film de Stanley Kubrick, 1968, 2001, l'Odyssée de l'espace. Et on se rappelle que dans le film, le monolithe, ou les monolithes, parce qu'il y en a 2 dans le film, et ces 2 monolithes-là vont marquer un peu une étape dans l'évolution humaine. La première fois où on voit le monolithe, c'est au début du film, donc une espèce de grand monolithe noir qui apparaît. Et à ce moment-là, on a des créatures simiesques qui sont autour, qui ne sont plus tout à fait des singes, mais qui ne sont pas encore des hommes. Et lorsqu'ils découvrent le monolithe, il y a une image qui est très marquante au début du film où l'un d'entre eux prend un os et se met à frapper sur un autre os. Il faut savoir qu'en 1968, on considérait que le passage de l'animal à l'humain s'était fait par la création d'outils. Qu'est-ce qui distinguait l'humain de l'animal? C'est que l'humain fabriquait des outils. On a un peu tempéré ça aujourd'hui parce qu'on sait que des animaux fabriquent des outils. Par exemple, il y a des oiseaux qui vont utiliser des espèces de brindilles d'herbe qu'ils vont introduire dans des fourmilières pour faire monter les fourmis sur la brindille d'herbe. Ils vont ressortir la brindille d'herbe pour ensuite manger les fourmis. Donc, la brindille devient un outil. Et pourtant, ce sont des oiseaux qui font ça. Mais en 1968, si on posait la question aux anthropologues, quelle est la grande notion entre l'animal et l'humain? C'était la fabrication des outils. Et dans le film de Stanley Kubrick, on voit donc ces créatures simiesques qui sont là, et puis l'une d'entre elles est tout près du monolithe, et là, elle prend un os et se met à frapper sur un autre os. Donc, on voit qu'elle vient de découvrir l'outil. Et ensuite, lorsque les hommes vont arriver sur la Lune, plus tardivement dans le film, ils vont découvrir un nouveau monolithe, comme si les créateurs de ces monolithes avaient évalué les étapes de l'évolution humaine. Donc, à un moment donné, l'intelligence devra apparaître sur Terre, et quand cette intelligence-là leur permettront de se rendre sur la Lune et de conquérir l'espace, ils seront prêts à rencontrer les créateurs. Et c'est comme ça, donc, à partir du monolithe découvert sur la Lune, que les hommes vont se lancer vers la quête du créateur aux alentours de la planète Jupiter. Donc, grosso modo, c'est le scénario du film L'Odyssée 2001, mais tu comprends que le monolithe dans le film joue un rôle très important, et la découverte de ce monolithe mystérieux dans le désert de l'Utah, bien sûr, ça a été la porte ouverte à tous les fantasmes, mais pour l'instant, le monolithe semble bel et bien humain. Ça ne semble pas être des extraterrestres qui ont fait ça. C'est 3 plaques d'acier inoxydable rivetées entre elles au milieu de nulle part. C'est certain que l'artiste derrière ça est un humain, mais quel est le message qu'il a voulu transmettre? Pour l'instant, on ne le sait pas trop. Voici enfin un dossier mystère. Attends, donc moi, je te prédis, Yannick, que dans les prochaines semaines, on va découvrir l'identité du mystérieux créateur du monolithe. T'imagines, ça fait plus de 5 ans qu'il attend ça? Oui, c'est ça. Mais puis c'est difficile à comprendre, parce que le monolithe, il est vraiment placé dans un endroit qui n'est pas accessible et peu visible. Moi, je me rappelle, parce que quand l'affaire du monolithe est sortie cette semaine, j'ai eu toutes sortes de discussions, on parlait de ça, et ça me faisait penser au crop circle, les cercles céréaliers. Alors, pour avoir fait des reportages pour la télé là-dessus, je sais qu'il y a des gens qui croient que c'est des extraterrestres qui font ça, mais la réalité, en tout cas, la réalité à mon niveau, elle est plus simple que ça, parce que j'ai rencontré ceux qui les faisaient, ces cercles-là. Ils se donnent eux-mêmes le nom de circle maker. Ces cercles apparaissent généralement durant la période des moissons dans le sud de l'Angleterre. Et ces gens-là, donc, vont la nuit. Ils sont 4 ou 5 avec des planches de foulage, puis ils font des cercles, ils font toutes sortes de figures. Bon, ça a commencé d'abord dans les années 80 avec des cercles, puis après ça, c'est devenu de plus en plus complexe. Et bien, ils font des figures tout à fait magnifiques qui rappellent un peu des mandalas dans la culture hindouiste, tout ça. C'est vraiment magnifique. Mais ces gens-là, quand ils choisissent leur terrain en particulier, moi, quand je parlais avec eux, bien sûr, ils ne s'affichent pas publiquement. Quand ils vont parler devant la caméra, ils vont parler avec
masque ou une cagoule, parce que bien sûr, c'est considéré comme du vandalisme. Tu rentres sur le terrain d'un agriculteur puis tu couches la moitié de son champ de blé pour faire une image d'un, je sais pas moi, d'un Homer Simpson ou d'un Elvis Presley. Tu comprends que c'est pas nécessairement la bonne chose à faire. Mais néanmoins, eux considèrent que ce qu'ils font, c'est de l'art de terrain, du land art. Et bien sûr, quand ils parlent à la télé ou à la radio, bien évidemment, ils conservent leur anonymat parce qu'ils veulent pas être poursuivis pour vandalisme. Mais ils choisissent, quand ils vont prendre un terrain en particulier, ils s'assurent que ce terrain-là, c'est un terrain qui est bien visible de la rue. Donc, si la nuit, ils font une figure, ils savent que le lendemain, lorsque les automobilistes vont circuler, ils vont avoir une vue directe sur le champ, où le champ est dominé par une butte ou quelque chose, mais qui va permettre de voir l'œuvre. Et c'est ça qui est l'objectif. Ces gens-là, les circle makers, moi j'en ai rencontré 3 groupes dans le sud de l'Angleterre, et ils rivalisent entre eux. C'est celui qui va faire la figure la plus grosse, la plus belle, celle qui va être la plus souvent évoquée ou rapportée dans les médias. Donc celle qui va faire le buzz. C'est ça qu'on cherche. Donc, on s'assure que l'œuvre sera découverte assez rapidement parce qu'on veut cette publicité autour de l'œuvre. Mais dans le cas de notre monolithe en Utah, il n'y a absolument aucune volonté là-dedans. C'est-à-dire, le type qui a fait ça, il l'a mis là, puis c'est comme « merci, bonsoir », on n'en parle plus. Et 5 ans plus tard, on découvre, tout à fait par hasard, cette œuvre, ce monolithe au milieu de cette cuvette naturelle. Puis tu comprends, c'est encore plus étonnant quand tu penses que s'il n'y avait pas eu au même moment, alors que l'hélicoptère était au-dessus du monolithe, si on avait passé là par une journée, par exemple, qui a un ciel couvert, il n'y aurait pas eu cet éclat de lumière qui a attiré l'attention du pilote. Et le monolithe serait encore pour l'instant inconnu. Il faudrait peut-être attendre encore quelques années avant que, encore une fois, par hasard, quelqu'un arrive sur place et découvre le monolithe. Donc, on comprend pourquoi il y a une espèce de fascination autour de ça, parce que on n'a pour l'instant absolument aucune information sur la nature, l'auteur et l'objectif qui était visé pour la création du monolithe. 18h42, on va faire une pause et après la pause, on parle de l'expérience de Philadelphie. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. Tous les podcasts de Radio X-Files sont disponibles au www.radiox.com, www.radiox.com. Et si vous voulez en savoir plus sur Christian Page, christianpage.ca. On parle maintenant de l'expérience de Philadelphie. Oui, qui nous ramène à l'automne 1943. Écoute, je te cacherai pas, Yannick, que c'est une de mes histoeurs favorites. Quand on parle des faits dans le domaine de l'étrange et du paranormal, c'est vraiment un des grands mythes du paranormal que je considère comme... Il y a tous les ingrédients, on reviendra là-dessus, mais tous les ingrédients pour faire une bonne histoire sont dans cette expérience de Philadelphie. Alors écoute, c'est une histoire complexe. J'ai essayé de la résumer en une quinzaine de minutes, donc j'ai fait une petite capsule. On va écouter ça et ensuite... Sans parti pris, on va essayer de regarder quels sont les éléments pour, les éléments contre. On va essayer de décanter ça à la manière journalistique. Puis les gens, à partir des informations que je vais leur livrer, parce que j'ai enquêté sur cette histoire-là, je suis allé dans les chantiers, le chantier naval où on a construit le navire qui aurait été téléporté et rendu invisible. J'ai consulté les archives de la US Navy. D'ailleurs, une petite anecdote, si tu décides d'aller visiter les bureaux de la US Navy, écoute, arme-toi de patience, Entre la porte d'entrée, Yannick, et le moment où j'avais entre les mains le dossier, parce que le navire en question, on va le voir, c'est le DE-173 Eldridge. Entre le moment où j'ai franchi la porte à l'entrée et le moment où je suis assis dans la salle à consulter le document, j'ai dû passer par 5 postes de vérification où on te fait presque des fouilles à nu, là. Écoute, le niveau de sécurité là-dedans, c'est tout à fait incroyable. Et bon, je te raconterai un peu ce que j'y ai vu, mais commençons d'abord par raconter l'histoire telle qu'on la raconte. Et je te rappellerai, pour raconter l'histoire, je me suis référé à une célèbre phrase qu'avait dit le réalisateur John Ford, qui avait dit « Quand une histoire est devenue une légende, publiez la légende. » Alors voici la légende de l'expérience de Philadelphie. En mars 1955, paraît aux États-Unis The Case for the UFO.
Son auteur, Maurice Ketchum Jessop, un bachelier en astronomie de l'Université du Michigan, y présente une synthèse de nombreux phénomènes inexpliqués, phénomènes qui vont des énigmes archéologiques aux disparitions mystérieuses et qu'il associe à des visites extraterrestres. Jessop est l'un des tout premiers auteurs à favoriser le nouvel acronyme d'OVNI pour objet volant non identifié à la place de l'expression populaire soucoupe volante. Peu de temps après, il reçoit de son éditeur des courriers de ses lecteurs. L'une de ces lettres est signée par un certain Carlos Miguel Allende. L'écriture y est maladroite et l'orthographe témoigne d'une faible éducation. Seigneur Allende y parle de lévitation et de technologie avant-gardiste. Maurice Jessop n'est pas impressionné. Il écrit une réponse laconique et classe l'affaire. En janvier 1956, Jessop reçoit une autre lettre de Carlos Miguel Allende. Le signataire donne comme adresse une boîte postale à New Kensington, en Pennsylvanie. Curiosité. Si l'entête porte le nom de Carlos Miguel Allende, son auteur signe toutefois du nom plus américanisé, de Carl M. Allen. L'auteur a utilisé des stylos de différentes couleurs et plusieurs mots sont écrits inutilement en majuscules. Le texte est un long exposé plus ou moins cohérent sur la technologie. Allende y décrit avoir assisté en octobre 1943 à une expérience secrète au cours de laquelle un contre-torpilleur de la US Navy aurait non seulement été rendu invisible, mais aurait été téléporté un bref moment du port de Philadelphie en Pennsylvanie à celui de Norfolk en Virginie, un bond de 250 km dans l'espace. L'auteur raconte qu'à l'issue de cette expérience, supervisée par nul autre qu'Albert Einstein, des marins du contre-torpilleur seraient demeurés prisonniers dans une espèce de zone intemporelle, comme s'ils étaient coincés dans la mélasse, écrit-il, et d'autres seraient devenus fous ou se seraient enflammés, victimes d'un phénomène d'autocombustion. Carlos Allende, ou Carl Allen, ajoute qu'il a assisté à cette expérience depuis le vapeur Andrew Furset, sur lequel il servait comme marin. En mai 1956, Maurice Jessop reçoit une troisième lettre de Carl Allen. Allen revient sur l'expérience de Philadelphie et invite son destinataire à pousser plus loin ses recherches. Il lui propose même de le soumettre à l'hypnose ou au sérum de vérité, le sodium pentotal, pour prouver la véracité de ses dires et, qui sait, pour raviver certains souvenirs qu'il pourrait avoir oubliés. Comme dans le cas des précédentes missives, Jessop classe les lettres d'Allende, jugeant leur contenu trop fantaisiste. L'affaire en serait sans doute restée là si des officiers de la US Navy ne s'étaient pas mis de la partie. Au printemps de 1957, Maurice Jessop, qui travaille à une suite de son livre The Case for the UFO, livre qui sera publié sous le titre The Expanding Case for the UFO, reçoit une invitation pour visiter le bureau de la recherche navale, The Office of Naval Research, à Washington, D.C. Des officiers sont désireux de s'entretenir avec lui. Lorsque Jessop se présente, il est accueilli par le commandant George W. Hoover et le capitaine Sidney Sherby. Les officiers expliquent que quelques mois plus tôt, le bureau a reçu une enveloppe brune adressée à l'amiral Furt, le chef des opérations du bureau. L'enveloppe portait le sceau de la poste de Simnol, au Texas, et outre l'adresse du destinataire, l'envoyeur avait écrit en lettres moulées « Joyeuse Pâques ». La dite enveloppe ne contenait qu'une copie, édition de poche, du livre de Jessop, The Case for the UFO. L'ouvrage avait été annoté à de nombreux endroits. Ces ajouts donnaient l'impression que 3 individus, qui se désignaient comme des bohémiens, s'étaient passé le livre à tour de rôle pour y ajouter des commentaires, chacun utilisant un stylo de couleurs différentes pour ses propres annotations. Ces commentaires faisaient référence à une étrange expérience menée dans le port de Philadelphie, durant laquelle un contre-torpilleur de la US Navy aurait été rendu invisible.
les Bohémiens évoquaient aussi des contacts avec des extraterrestres, respectivement désignés comme les LM ou les SM, les premiers étant décrits comme amicaux et les seconds hostiles. En feuilletant l'édition annotée, Jessop comprend vite que deux des annotateurs, rebaptisés A, B et Jemmy, et peut-être même le troisième, ne sont qu'une seule et même personne, Carlos Allende, alias Carl Allen. En revanche, ce que Jessop ne comprend pas, c'est pourquoi des membres du Bureau de la recherche navale semblent si intéressés par ces commentaires. Pour Jessop, ces notes sont les délires d'un esprit troublé. Il est encore plus étonné lorsque le commandant Hoover lui annonce qu'il a l'intention de confier à un éditeur, la Varro Manufacturing Company, le soin de reproduire l'édition annotée pour pouvoir la faire circuler dans les hautes sphères. Dans les mois qui suivent, Morris Jessop devient de plus en plus erratique. En octobre 1958, de passage à New York, il retrouve son vieil ami, le zoologiste Ivan T. Sanderson. Il lui remet une copie de l'édition annotée, reproduite par la Varro Manufacturing et désignée depuis comme l'édition Varro, et lui demande de la mettre en lieu sûr, au cas où il lui arriverait quelque chose de fâcheux. Ses proches le trouvent abattu et dépressif. En avril 1959, Jessop écrit à son ami, l'animateur radiophonique Long John Nebel. Son ton est alarmiste et il propose à Nebel de le contacter de l'au-delà. Pour l'animateur, cette lettre a toutes les allures d'une note de suicide. Le 20 avril 1959, étouffé par des problèmes financiers et familiaux, Morris Jessop se gare dans le stationnement d'un parc public à Dade County, en Floride. Il relie l'habitacle de sa voiture au pot d'échappement et s'installe derrière le volant, moteur en marche. Lorsque des promeneurs le découvrent, vers 18h30, le scientifique de 59 ans ne respire plus. Il est aussitôt conduit à l'hôpital où les médecins confirment son décès. Plusieurs chercheurs, adeptes de la théorie du complot, verront dans ce suicide un meurtre pour faire taire définitivement Morris Jessop. Ils n'apporteront jamais aucune preuve à l'appui de leur hypothèse. La mort du docteur Jessop, qui dans les faits n'avait aucun doctorat, ne met pas fin à la controverse sur l'opération Philadelphie. Au fil des ans, Carlos Allende, alias Carl Allen, contacte d'autres personnalités du domaine de l'étrange. Des chercheurs comme Gray Barker, éditeur du Saucerian Bulletin, le couple Corral et Jim Lorenzen, les fondateurs de l'association ufologique APRO pour Aerial Phenomena Research Organization, ou l'astrophysicien Jacques Vallée, auteur de plusieurs livres sur les ovnis. À tous ces gens, il raconte de nouvelles histoires et ajoute des détails qui n'apparaissent pas dans ses lettres originales, celles envoyées à Morris Jessop ou dans les annotations rapportées dans la copie de The Case for the UFO, reçue au Bureau de la recherche navale et dont il reconnaît être le seul et unique annotateur. Il ajoute par exemple que le navire au centre de ce projet Invisibilité était le DE-173 Eldridge, un navire escorteur de 93 mètres de long. L'expérience de Philadelphie alimente aussi une kyrielle d'auteurs, tous persuadés de l'authenticité historique des événements. Dans l'un de ses ouvrages, Opération Philadelphie, de Philadelphia Experiment, les auteurs Charles Berlitz et William Moore ajoutent que ce projet Invisibilité portait le nom de Projet Rainbow, projet arc-en-ciel. Le cinéma aussi s'intéresse à l'opération Philadelphie. En 1984, Cinema Group Ventures et New Pictures produisent The Philadelphia Experiment, mettant en vedette Michelle Paré et Nancy Allen. Le film, librement adapté du livre de Berlitz et Moore, Opération Philadelphie, raconte l'histoire de deux marins du USS Eldridge qui, durant l'expérience, sautent par-dessus bord et se retrouvent en 1984. Ils doivent alors retrouver les scientifiques impliqués dans le projet original pour qu'ils les aident à retourner dans leur époque. It was October 1943.
The United States government authorized an experiment that would render its ships undetectable by radar. The experiment took place on a ship in Philadelphia Harbor. For 41 years, the government denied it ever happened. I don't believe this. The Eldridge has vanished. Of course she has. She's radar invisible. No, sir. She's really vanished. But one ship did disappear, and two of the crew suddenly find themselves in the present. Maybe all this isn't real. You're telling me this is my imagination? Somehow we got moved in time. The Philadelphia experiment. They opened a hole in time, and it stayed open. Good God, there it is. Now the government needs the one man who can stop the experiment. The Philadelphia experiment. Ce divertissement, a priori anodin, va avoir des répercussions sur la culture populaire. En janvier 1988, lors d'une rediffusion du film The Philadelphia Experiment, un résident de Scottsdale, en Arizona, Alfred Bielek, a une curieuse impression de déjà-vu. Une série de flashbacks ravive des souvenirs oubliés. Al Bielek réalise bientôt les raisons de cet inconfort. Il est l'un des survivants de l'expérience de Philadelphie. Par des techniques de lavage de cerveau, il comprend que les responsables du projet ont réussi à occulter de sa mémoire cette incroyable aventure. Au lendemain de cette révélation, Bielek entreprend une croisade pour faire connaître son histoire, un récit qui devient de plus en plus complexe et de plus en plus incroyable au gré de ses interventions publiques et médiatiques. Bielek raconte qu'il est né Edward Cameron en 1916, qu'il a obtenu un diplôme en physique de l'université Harvard et qu'il a rejoint, dès 1940, les scientifiques d'un projet top secret qui consistait à mettre au point une machine à voyager dans le temps. C'est dans le cadre de cette recherche, raconte-t-il, que lui et son frère, Duncan Cameron, auraient été assignés à l'été de 1943 à un sous-programme appelé Projet Arc-en-Ciel. Ce projet visait à rendre invisible un navire escorteur de la US Navy. Le 12 août, contrairement à Carl Allen qui parlait plutôt d'octobre 1943, les frères Cameron se seraient donc retrouvés à bord de l'Eldridge. Lorsque le navire a commencé à être entouré d'étincelles et d'éclairs, ils auraient sauté par-dessus bord, comme les héros du film de Philadelphia Experiment, mais au lieu de plonger dans la mer au large du port de Philadelphie, ils se seraient plutôt retrouvés en 1983 dans un complexe souterrain à la base de l'US Air Force de Montauk, situé à l'extrémité est de Long Island. La base, au dire de Bielek, abritait une machine à explorer le temps, semblable au chronogire de la mythique série télé de 1966, Au cœur du temps, The Time Tunnel. Deux savants américains se sont égarés au cœur du temps, dans le labyrinthe des époques passées et futures, au cours des premiers essais ultra-secrets d'un prodigieux dispositif, le chronogire. Tony Newman et Doug Phillips sont lancés dans une aventure fantastique, quelque part dans le domaine mystérieux du temps. En voyant débarquer les deux marins de l'Eldridge, les scientifiques leur auraient expliqué que, depuis 1943, l'Eldridge était coincé dans un vortex spatio-temporel, avec une soucoupe volante qui passait par là au même moment, et qu'eux seuls pouvaient y retourner pour désactiver les équipements montés à bord de l'escorteur. Ici, le récit de Bielek rejoint le scénario du film de Philadelphia Experiment. Aussitôt dit, aussitôt fait. C'est au cours de ces allers-retours à travers le temps que l'esprit du docteur Edward Cameron se serait retrouvé dans le corps d'un adolescent de 16 ans, Alfred Bielek. En avril 1990, en collaboration avec l'auteur Brad Steiger, Al Bielek publie ses mémoires dans Philadelphia Experiment and Other UFO Conspiracies.
Il raconte que les responsables de ce projet, baptisé Projet Montauk, auraient établi des contacts avec des civilisations extraterrestres. Ces visiteurs leur auraient confié des technologies nouvelles et permis de peaufiner leurs machines à explorer le temps. Ces équipements, précise Bielek, permettaient non seulement de voyager à travers le temps, mais aussi à travers l'espace. Bielek, dans la peau de son alter ego, Edward Cameron, en aurait fait l'expérience en allant sur la planète Mars et en faisant un bond dans la préhistoire 100 000 ans avant Jésus-Christ. D'après Bielek, le projet aurait été sabordé de l'intérieur à la fin des années 1970, entraînant la fermeture de la base de Montauk, fermée officiellement en 1981, curieusement 2 ans avant que les frères Cameron y débarquent, en sautant de l'Eldridge. Depuis, ces expériences spatio-temporelles auraient été transférées vers d'autres bases de l'armée, dont celle de Groom Lake au Nevada, mieux connue sous le nom de la Zone 51. Le projet serait toujours actif aujourd'hui. Donc voilà, c'était la capsule de l'expérience de Philadelphie. Quelle histoire intrigante, Christian. C'est une des meilleures. T'as de tout là-dedans. Hein? À certains moments, il faut quand même avoir la corde de la crédulité très, très grosse pour pouvoir avaler ce qui est raconté. Mais enfin, on se demande, quand tu regardes cette histoire-là, tu te dis, mais par où commencer? Il y a tellement d'éléments, tellement d'intervenants qu'on se dit, bon, on a l'impression qu'on est devant une grosse pâte à pizza, là, avec toutes sortes d'ingrédients. Fait qu'écoute, on va commencer avec le premier élément qui nous intéresse. Et ce que je te présente, Yannick, ce sont essentiellement des faits que les gens peuvent vérifier. Loin de moi l'idée de dire vous devez croire ou pas croire à l'expérience de Philadelphie. Je laisse le libre arbitre à tout le monde. Mais voici des faits. Je me suis intéressé à cette histoire-là. J'ai remonté à la source, j'ai interrogé des gens, j'ai rencontré des anciens militaires qui avaient d'ailleurs servi sur le Eldridge. J'ai contacté les autorités de la base de la US Navy. J'ai consulté les archives. Donc, voici des faits qui sont vérifiables. Donc, commençons d'abord par le navire au centre de l'expérience. Dans les lettres que va envoyer ce Carl Allen, parce que c'est lui qui est à l'origine de toute cette histoire-là, n'eût été les lettres qu'il a commencé à envoyer d'abord à Maurice Jessup et ensuite le livre annoté avec des commentaires, l'expérience de Philadelphie n'aurait jamais vu le jour. C'est vraiment sous la plume de ce Carl Allen ou ce Carlos Miguel Allende que l'histoire de Philadelphie apparaît. Et à la mort de Jessup, il va continuer d'envoyer des lettres. Écoute, c'est une espèce de fou littéraire. Hein? Il envoie des centaines de lettres. Il suffit que quelqu'un, un correspondant, montre le moindre intérêt pour ses histoires, d'autres diront ses divagations, pour qu'il devienne soudainement un récipiendaire des lettres de Carlos Miguel Allende. Là, tu sais. Il écrit là, un véritable fou littéraire. Donc, il va mentionner ultérieurement que le navire au centre de l'expérience est le DE-173 Eldridge. Bon, il faut savoir que ce navire-là n'est pas un mythe. Il a bel et bien existé. Et les archives qui concernent le Eldridge, comme je l'ai mentionné juste avant la petite capsule, j'ai pu les consulter. Hein, c'est tout le livre de bord du Eldridge est conservé sur des microfiches au département de la US Navy. Donc, je me suis rendu là-bas. Système de sécurité hyper sophistiqué. Et puis finalement, je me retrouve dans la salle. J'ai à la fois accès aux microfiches qui concernent le Eldridge et également les livres, donc les documents papier. Ce que l'on sait du Eldridge, c'est que il n'était pas dans le port de Philadelphie en 1943 comme le soutient Carl Allen. Donc le navire, en fait, il a été construit au tout début de la Deuxième Guerre, au début des années 1940. Il a été mis en service en 1943, mais pour la période qui nous intéresse, donc l'automne 1943, le livre de bord est très clair à ce sujet-là. Le navire était aux Bermudes. En fait, du 18 septembre au 15 octobre 1943, le bateau, le Eldridge, mouillait aux Bermudes. Son port d'attache n'était d'ailleurs pas Philadelphie, mais c'était le port de New York. En fait,
le Eldridge n'a jamais, mais jamais été dans le port de Philadelphie à l'automne de 1943. Le navire a été désarmé parce que là, à la fois dans le film et dans le mythe qui entoure l'histoire de la disparition du Eldridge, on raconte que quand il est réapparu, des militaires ou des marins qui étaient sur le navire auraient été fusionnés à la coque du navire. Donc, des bras, des jambes dépassaient par-ci, par-là, littéralement comme si des corps avaient été fusionnés à la structure du navire. Dans les faits, le navire a été désarmé en 1946. Il est demeuré dans la réserve américaine jusqu'en 1951 et ensuite il a été vendu à l'armée grecque pour qu'il serve de patrouilleur en mer Égée. On l'a rebaptisé à ce moment-là le Léon, qui veut dire en français le lion. Et le navire, crois-le ou non, a servi jusque dans les années 1990. Donc, il patrouillait en mer Égée sous le nom du Léon. En 1990, il a cessé de faire partie du service actif et au début des années 2000, il a été envoyé à des ferrailleurs d'Athènes pour être démantelé pour le métal, pour qu'il puisse être revendu, le métal puisse être revendu sur le marché. Et crois-moi, quand on a démantelé le Eldridge, il n'y avait pas des bras et des jambes de coincés dans la carcasse. Ça, c'est pour ce qui est du bateau, mais il a bel et bien existé, mais il ne correspond pas à la description que va donner éventuellement Carl Allen à propos du navire qui aurait servi à l'expérience de Philadelphie. Certains ont dit c'était peut-être pas le Eldridge, c'était peut-être son jumeau, parce que dans bien des cas, les navires, lorsqu'ils étaient construits dans les chantiers navals, les navires étaient construits par paire. Et c'est vrai que le Eldridge avait un jumeau qui était le USS Amick. Mais là encore, dans le cas du Amick, j'ai fait la vérification, le navire, son port d'attache, comme le Eldridge, c'était le port de New York, et à la période qui nous intéresse, donc l'automne de 1943, là non plus, le USS Amick n'est pas dans le port de Philadelphie, il est lui aussi en partie aux Bermudes, et ensuite il va être envoyé en Europe, donc il n'est pas dans le port de Philadelphie. Donc, quelle que soit la façon dont on va jongler avec ces éléments-là, le Eldridge, on n'arrive jamais à le mettre au bon endroit, au bon moment. Donc, ou bien on s'est trompé de navire, ou Carl Allen a tout inventé, mais c'est sûr que le Eldridge n'est pas impliqué dans cette histoire-là. On peut quand même aussi se poser la question, si l'expérience était vraie, si les militaires avaient réellement choisi de mener une expérience dans le but de rendre invisible un navire, le port de Philadelphie, qui est l'un des ports les plus achalandés aux États-Unis, n'aurait pas été le meilleur choix. Tu comprends? Les Américains auraient mené une expérience comme celle-là, probablement autour d'un atoll dans le Pacifique, un endroit peu connu ou peu accessible, mais essentiellement réservé aux militaires pour mener une expérience comme celle-là. Mais certainement pas dans l'un des ports les plus achalandés des États-Unis, à savoir le port de Philadelphie. Quand j'étais aux archives militaires, j'en ai également profité pour vérifier le nom du projet Rainbow. Berlitz et Moore, dans leur ouvrage Opération Philadelphie, disent que le projet s'appelait Projet Rainbow. Quand j'ai vérifié dans les archives militaires, le nom de Projet Rainbow apparaît. Il existe bel et bien ce projet, mais le projet ne visait pas une tentative de rendre invisible un navire. C'était plutôt un plan d'attaque durant la Deuxième Guerre mondiale. C'était un plan qui visait à attaquer de façon simultanée les villes de Rome, Berlin et Tokyo. Et donc, ce plan d'attaque s'appelait Projet Rainbow. Et quand je parlais avec les militaires, il est impossible que deux projets durant la Seconde Guerre mondiale aient porté le même nom. Donc, si on reconnaît qu'il y avait un projet Rainbow qui était un plan d'attaque des forces alliées sur l'armée soit nazie ou des armées qui étaient également alliées aux forces de l'Allemagne, il n'est pas possible d'imaginer qu'il pouvait y avoir un autre projet qui visait à rendre un navire invisible. Donc, projet Rainbow, il faut éliminer ça. Regardons maintenant, on dit souvent qu'une histoire repose sur la force de la personne qui va raconter. C'est le maillon le plus faible. Et le maillon le plus faible dans cette histoire-là, bien sûr, c'est ce fameux Carlos Miguel Allende,
Qui est-il? D'où vient-il? Comment sait-il cette histoire-là à propos de l'expérience de Philadelphie? Comme je l'ai mentionné, c'est une espèce de fou littéraire. C'est lui qui va commencer à envoyer des lettres à Jessup. Après ça, il va en envoyer à toutes sortes de personnes. Il faut savoir qu'une grande partie de ces lettres-là qu'il a envoyées ont été collectées, colligées par un type qui s'appelait Gray Barker. Gray Barker, c'est un personnage très important dans l'univers des ovnis. Au début des années 50, il va publier des petits fanzines. Il joue également le rôle d'éditeur de livres sur les ovnis, et ce Gray Barker collectionne toutes sortes d'éléments, toutes sortes d'archives sur les ovnis, et il va être l'individu qui va colliger les lettres de Carl Allen. Et à son décès, ces archives seront remises à la bibliothèque de Clarksburg, en Virginie occidentale. Ça représente à peu près 300 livres, une trentaine de boîtes d'archives. Et je suis allé là-bas, j'ai consulté les lettres. Écoute, il y a des centaines, grosso modo, je te dirais, il doit y avoir à peu près 200 lettres écrites par ce fameux Carl Allen. Et quand tu regardes ces lettres-là, tu vois que le bonhomme écrit, tu sais, l'écriture, et parfois il écrit en lettres attachées, parfois il écrit en lettres carrées, parfois il va écrire avec des lettres majuscules, il souligne le texte, il va changer la couleur de ses stylos. Tu vois que clairement, l'auteur de ces lettres-là, écoute, ça fait suffisamment longtemps que je suis dans cet univers-là, ça fait 40 ans, puis j'en ai reçu des lettres de gens qui souffraient de troubles mentaux. Et c'est clair que les lettres de ce Carl Allen sont celles d'un individu qui est complètement désaxé. C'est tellement fouillis comme contenu que parfois tu n'arrives même pas à suivre quel est le raisonnement du bonhomme. Bien sûr, il parle de l'expérience de Philadelphie, mais bon, il raconte toutes sortes d'autres trucs là-dedans et tu n'arrives pas à suivre réellement le fil conducteur de ça. Le type de son vrai nom s'appelle Carl Meredith Allen. Il est né en 1925 à Springdale, en Pennsylvanie. C'est un type qui était, les gens qui l'ont connu disaient, à l'époque où il fréquentait l'école, hein, il n'a pas fini ce qu'on appelle ici l'école secondaire, là. C'est un individu qui est intelligent, mais relativement paresseux et particulièrement excessivement menteur. Il racontait des histoires à n'en plus finir. Et donc, après l'école, il s'est engagé comme matelot. Il a servi pendant un temps dans la marine marchande. C'est vrai qu'il a servi sur le Andrew Furset, c'est-à-dire le navire sur lequel, dans ses lettres, il dit « C'est depuis ce navire dont j'ai été le témoin de l'expérience de Philadelphie. » Ce navire, le Andrew Furset, il existe bel et bien, et c'est vrai que Carl Allen y a servi comme matelot. Dans les années 50, bon, il va avoir cette carrière de matelot qui va être très épisodique et très courte. Il est démobilisé ensuite. Au début des années 50, on va diagnostiquer qu'il souffre d'une forme d'anémie qui s'appelle la drépanocytose, et c'est une maladie qui peut entraîner des troubles psychotiques. Et bien sûr, on le voit quelques années plus tard avec les lettres de Carl Allen, on voit qu'on est devant un individu qui n'a pas toute sa tête, là. Et la chose la plus étonnante à propos de l'expérience de Philadelphie, c'est qu'à un moment donné, tout le monde se met à faire de l'argent avec cette histoire-là, hein? Bon, Jessup en parle dans ses livres, d'autres vont récupérer l'histoire. Elle mousse, hein? On peut dire que la mouture prend, la mayonnaise, elle prend. Et tout le monde se met à faire de l'argent avec ça. On retrouve l'histoire dans des fanzines, on retrouve des articles publiés dans des magazines qui sont spécialisés sur les ovnis. Il y a des gens vont se mettre à écrire des livres ou qu'on consacrer des chapitres dans leurs livres à l'histoire de l'expérience de Philadelphie. Donc tout le monde semble quelque part capitaliser sur l'histoire de Philadelphie, sauf le Carl Allen en question. Ben, crois-le ou non, en 1969, il y a aux États-Unis plusieurs organisations qui s'intéressent aux ovnis. L'une d'entre elles s'appelle l'APRO, c'est l'Aerial Phenomenon Research Organization. Ça se trouve au Texas, en fait, je crois que c'est Phoenix. Et puis là, voilà qu'un bon matin, ça cogne à la porte. Les dirigeants du groupe de cette organisation-là, c'est Carl et Jim Lorenzen. Donc, ça frappe à la porte. Et là, ils ouvrent la porte et sur le seuil de la porte, qui est là? Carl Allen en question. Oh. Et là, écoute,
il est vraiment fâché. Là, il lui dit, écoute, j'ai des choses à dire, moi, puis je veux qu'on m'écoute. Alors qu'ils le reçoivent, et là, pendant 2 ans, Carl Allen leur explique qu'il a tout inventé, il n'y a absolument rien de vrai, et là, il est vraiment là, en furie parce que tout le monde fond de l'argent avec l'histoire de Philadelphie, alors qu'il n'y a pas un mot de vrai là-dedans, puis qui plus est, c'est lui qui a inventé ça, cette histoire-là, puis il est fâché de voir comment on l'exploite. Et c'est assez étonnant parce que le magazine La Pro va publier un article, que j'ai d'ailleurs moi-même en archive, l'article de La Pro dans lequel Carl Allen reconnaît avoir inventé toute l'histoire de l'expérience de Philadelphie, et pourtant, et on le voit bien là, dans l'univers du paranormal, que ce soit les ovnis, les histoires de fantômes, une bonne histoire comme celle-là ne peut pas mourir. Même avec les aveux de Carl Allen, l'histoire va continuer à vivre d'elle-même. On semble comme passer par-dessus. Même si Carl Allen a dit qu'il avait tout inventé, on passe par-dessus. Ce fameux Carl Allen, il va décéder en 1994. Il faut savoir que presque toute sa vie, à partir du moment où il a été démobilisé de son service comme dans la marine marchande, il a été un sans-abri, sans domicile fixe. C'est un bonhomme qui errait à gauche, à droite, vivait d'expédients. Et pourquoi je te dis ça? Parce que tu vas voir, le fait que Carl Allen est un sans-abri va contribuer un peu au mythe de l'expérience de Philadelphie, mais on va revenir avec ça. Mais il faut savoir, il faut garder ça en tête, le type, à partir du moment où il est démobilisé de la marine marchande, il passe du temps au Nouveau-Mexique, surtout sur la côte ouest américaine, le Nouveau-Mexique, l'Arizona, puis ensuite on va le retrouver en Californie, le Texas, dans ces coins-là. Donc, voilà à peu près pour ce qui est de l'histoire de notre Carl Allen. Donc, la première partie de l'expérience de Philadelphie, c'est cette histoire de Carl Allen qui écrit des lettres, qui va envoyer à l'armée un livre à noter, et puis bon, et les gens vont commencer à s'intéresser à cette histoire-là. Donc ça, c'est la première partie de l'histoire. Et puis, il y a comme un second joueur qui arrive plus tardivement, qui est ce fameux Alfred Bielek. Lui, Bielek dit, voilà, j'étais chez moi, on présentait une reprise du film L'Expérience de Philadelphie, et quand j'ai vu le film, soudainement, j'ai eu une espèce de flashback, puis je me suis dit, ah ben tabarnouche, j'ai été moi-même un des marins sur le Eldridge, et là, il entreprend donc cette campagne pour faire connaître son histoire. Là, on est vraiment avec cette deuxième partie de l'histoire, là, il faut vraiment être prêt à avaler des grosses couleuvres. Parce que le bonhomme, il dit, voilà, je suis né, au départ, je m'appelais Edward Cameron. Et il faut dire que le Edward Cameron, qui est Al Bielek, n'a jamais eu aucune formation universitaire. Al Bielek n'avait qu'une formation de technicien d'électronique. Et il dit, bon voilà, j'ai été employé, j'étais sur l'Eldridge, j'étais ingénieur et j'ai fait partie de ce programme-là. J'ai été rendu invisible, on m'a envoyé dans le temps, je suis revenu, je suis arrivé à la base de Montauk. Mais déjà là, on a un petit problème parce que quand on regarde l'acte de naissance de Al Bielek, on découvre qu'il est né en 1927 dans le Queens à New York. Donc s'il est né en 1927, tu comprends qu'en 1943, il avait 15 ans. Donc, il ne peut pas, à 15 ans, être un chef ingénieur dans le projet de l'expérience de Philadelphie. Et c'est là qu'il raconte son incroyable histoire. C'est parce que, à force de voyager dans le temps, mon esprit, qui était l'esprit d'Edward Cameron, s'est transféré dans le corps d'un adolescent de 15 ans. Je dis, wow, là, il faut vraiment être prêt à avaler des grosses affaires, là. Écoute, Yannick, rien que pour te dire, là, l'histoire d'Al Bielek est tellement incroyable qu'à un moment donné, il est venu ici au Québec. Il avait été invité par l'ésotérisme expérimental de Richard Glenn. Il avait été invité par Richard Glenn. Et moi, j'écoutais cette histoire-là et je me disais, mais c'est tellement énorme, il n'y a pas personne qui va avaler un truc comme ça. Là, sauf Richard Glenn. Sauf Richard Glenn et les 500 personnes qu'il y avait dans la salle lorsque Al Bielek a donné sa conférence. Mais enfin, quand tu commences à vérifier, à gratter cette histoire-là, ben, tu découvres finalement que ce Al Bielek, c'est un mythomane. Tu sais, bon, non seulement il pouvait pas être sur l'expérience de Philadelphie parce qu'il était trop jeune à l'époque, mais on découvre également quand il dit « j'avais jamais entendu parler de ça », c'est vraiment en voyant une reprise du film à la télévision que ma mémoire m'est revenue, alors que c'est pas vrai du tout. Quand on fouille dans les archives, on découvre que ce Al Bielek, en fait, depuis les années 50, il fréquentait le milieu des gens qui s'intéressaient aux ovnis, au paranormal. Donc, il faisait partie de la petite clique là, qui s'intéressait à tout ça. Dans les années 70, par exemple,
il y a eu des problèmes avec ses employeurs parce qu'il parlait continuellement des histoires d'OVNI, puis ça tombait un peu sur le nerf de ses collègues de travail, puis certains d'entre eux s'en étaient même plaints à leurs supérieurs, en se disant, ce gars-là, il est déjanté, il n'arrête pas de parler des extraterrestres, des soucoupes volantes, etc. Donc ça, on avait déjà un bonhomme qui avait des tendances vers ça. Et qui plus est, il est décédé maintenant, Hal Bielek, mais sur son site, lorsqu'il a commencé à raconter son histoire d'expérience de Philadelphie, il mettait une photographie d'un personnage qu'il disait être le fameux Edward Cameron, donc son incarnation précédente avant que son esprit se transfère du corps de Cameron à Hal Bielek. Mais quand tu fouillais un peu de vérification, on découvre que le personnage, la photographie en question, n'était pas celle d'Edward Cameron, comme il le disait, mais plutôt celle d'un étudiant de l'université de Princeton qui s'appelait Alexander Cameron, puis qui n'a jamais travaillé à l'expérience de Philadelphie. C'était un commerçant de laine en Pennsylvanie. Il est décédé en 1999 à l'âge de 87 ans. Donc, tu vois, toute cette histoire-là est purement une invention de A à Z. Ouais. Christian, en 30 secondes, j'ai une question à te poser parce que dans son cas, lui, il avait parlé d'un certain lavage de cerveau. Est-ce que scientifiquement, le lavage de cerveau a déjà été prouvé? Je sais que dans les années 90, là, les partisans des Browns de Boston nous achalaient parce qu'on prenait pour les Nordiques. Là. Mais... Bon, eux autres avaient le cerveau lessivé, pas pire. Mais scientifiquement, ça a-tu déjà été prouvé? Oui, à un moment donné, Yannick, on va se faire une émission là-dessus. Dans les années 50 et 60, les services de renseignement américains étaient particuliers. C'est curieux parce que ça avait commencé par un projet qui visait d'abord à améliorer les techniques de questionnement. Quand on faisait des interrogations, on prenait des agents, des espions, puis on les amenait dans des salles d'interrogatoire, puis là, on leur posait des questions. On voulait s'assurer qu'ils disent la vérité et on commençait à penser à toutes sortes de méthodes. On va lui injecter un sérum, le fameux sérum de vérité qui va les obliger à dire la vérité. Et là, peu à peu, on a commencé à penser à d'autres techniques. Est-ce qu'on peut faire des techniques de lavage de cerveau? Est-ce qu'on peut conditionner les gens à faire des actions? Et peu à peu va se mettre en place un projet qui va s'appeler le projet MKUltra. Et ce projet MKUltra a été très efficace dans les années 50. Et ici, au Québec, on en a quand même souffert un peu de ce programme MKUltra à cause d'une curiosité tout à fait incroyable. À Montréal, on avait le centre hospitalier du Royal Victoria. Et il y avait une aile psychiatrique qui s'appelait un département ou un bâtiment qui était une aile psychiatrique qui était le Allen Memorial. Par un concours de circonstances incroyables dans les années 50, le Allen Memorial, donc en terre canadienne, en terre québécoise, était dirigé par un scientifique américain qui s'appelait Ewen Cameron. Ewen Cameron, lui, il vivait au Vermont, donc il était un citoyen américain. Il recevait des sous du gouvernement américain, de la CIA, et menait des expériences à l'étranger, au Québec, sur des gens qui étaient institutionnalisés au Allen Memorial, donc des gens qui avaient des problèmes de comportement, des problèmes psychiatriques, des troubles mentaux. Et ce Ewen Cameron faisait toutes sortes d'expériences sur ces gens-là pour essayer de leur laver le cerveau et les conditionner à toutes sortes de choses. Et éventuellement, tout ça s'est fait en secret et à un moment donné, il y a eu un édit de la CIA. On a commencé à se poser des questions au gouvernement américain. Que font la CIA? Est-ce qu'il y a toujours des transparences? Et on va mettre la main sur l'histoire de ce programme MKUltra. Je ne rentrerai pas tout dans le détail parce qu'on se fera une émission là-dessus. Puis on pourra même faire intervenir à l'émission. Je connais des victimes du projet MKUltra. Donc, des gens qui ont été les victimes de ce Ewen Cameron. Et puis, éventuellement, il y a eu une enquête qui a été menée. Quand la CIA a découvert que là, il était pris un peu avec cette histoire-là. Il devait rendre compte au Congrès de ce qu'il faisait. Et là, le Congrès leur tapait sur les doigts. Vous pouvez pas utiliser des gens, mener des expériences à leur insu, etc., etc. Et qui plus est, il y a des gens, on avait même utilisé des enfants. Donc, des enfants qui étaient envoyés dans des camps parce qu'il y avait des troubles de comportement. Ces enfants-là ont été utilisés dans le cadre du projet MKUltra. Donc, quand la CIA a commencé à sentir la soupe chaude, si je puis dire, ils ont détruit tous les documents des expériences du MKUltra. Mais l'administration américaine étant ce qu'elle est, ils ont détruit les documents de l'expérience, mais les documents administratifs étaient conservés ailleurs. Donc, on a perdu les documents de l'expérience,
Mais quelques années plus tard, des journalistes du New York Times ont découvert des documents administratifs du programme MKUltra. Et c'est comme ça que le programme a été connu, sinon on n'en aurait jamais entendu parler. Donc on se fera à un moment donné une émission là-dessus, mais oui, il y a eu des recherches qui ont été menées de manière très soutenue pendant une vingtaine d'années par les services de renseignement américains et en premier par la CIA, justement pour améliorer des techniques de questionnement, d'interrogation, mais aussi pour pouvoir conditionner des gens à faire des gestes, commettre des actions à leur insu pour mieux les contrôler. Donc, c'est un programme très, très complexe qui était le programme MKUltra. Donc, c'est sûr que quand Bilek dit on a effacé de ma mémoire le temps où j'étais sur le USS Eldridge, le temps où j'ai participé à l'expérience de Philadelphie. Il évoque d'ailleurs dans son livre justement le programme MKUltra. Il accuse la CIA d'avoir utilisé les techniques développées dans le cadre du programme MKUltra pour lui lessiver l'esprit et lui faire oublier qu'il a été sur le USS Eldridge et qui a participé à l'expérience de Philadelphie. Mais tout ça, bien sûr, c'est de la pure... Si le programme MKUltra a bel et bien existé, le récit que fait Bilek de son expérience est tout à fait fantaisiste. Et ce qui est le plus amusant là-dedans, c'est qu'il va introduire, Bilek est celui qui va introduire dans l'histoire de Philadelphie la base militaire de Montauk. Et ça, c'est quand même surprenant qu'ils sortent ça, parce que c'est une base excessivement secondaire. Je sais pas, moi, j'aurais dû penser à la base d'Edwards en Californie ou la base de la zone 51. Ben non, il sort la base de Montauk. Écoute, pour te situer, puis pour situer les auditeurs, la base de Montauk, son véritable nom, c'est Camp Hero. C'est une toute petite base militaire qui est située au bout de Long Island. Puis rapidement pour l'histoire, il faut se rappeler que durant la Deuxième Guerre mondiale, après que les Japonais ont attaqué Pearl Harbor en décembre 1941, les Japonais ont fait quelques incursions sur la côte ouest américaine. Donc, des sous-marins japonais émergeaient et là, ils canardaient la côte ouest américaine. Donc, les Américains ont mis tout le long de la côte ouest, ils ont installé des bases militaires. Mais si on s'est dit, on va protéger la côte ouest, il faut également protéger la côte est parce qu'on disait que les Allemands pouvaient également attaquer de ce côté-là. Donc, les Japonais du côté ouest, puis les Allemands du côté est. Puis il faut se rappeler, Yannick, que des sous-marins allemands ont été vus, même ici, là, jusque dans l'embouchure du fleuve Saint-Laurent, on a détecté des sous-marins allemands durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les Allemands pouvaient attaquer. Donc, les militaires américains vont développer, la haute direction américaine va développer des bases qu'ils vont installer le long de la côte est. Et la base de Camp Hero est l'une de ces bases-là. Mais c'est un tout petit baraquement militaire, une petite base. On installe des canons le long de au bout de Long Island. Et si des sous-marins allemands venaient qu'à faire apparaître par là, ben on pourrait les canarder. La base va être fermée après la Deuxième Guerre mondiale, momentanément, parce que là, il y a un autre profil, il y a une autre menace qui se profile à l'horizon, qui est la menace soviétique, c'est la guerre froide qui commence. On va rouvrir à ce moment-là la base de Camp Hero. On va y installer notamment une tour radar. Mais la base ne servira jamais parce que, cette menace-là des Soviétiques, elle ne s'est pas concrétisée. Je sais que ça semble loin pour nous de penser à ça, mais dans les années 50, Yannick, dans les écoles aux États-Unis, on faisait des alertes à la bombe atomique. Les enfants allaient se cacher sous les bureaux. On faisait vraiment ces expériences-là. Puis les enfants étaient terrifiés à cette idée-là qu'il y avait cette menace où les Soviétiques pouvaient nous bombarder avec les bombes. Mais tout ça, bien sûr, faisait partie de cette peur du communisme que l'on avait à l'époque. La base de Camp Hero, en dehors d'avoir installé cette immense antenne radar sur la base, elle n'a jamais été réellement utilisée de façon effective. Et la base, elle a officiellement fermé en 1981. Donc, si tu regardes l'histoire, Bilek raconte dans son histoire, lorsqu'il était imaginons un instant que l'expérience de Philadelphie était réelle. Donc, il dit, j'étais sur l'Eldridge et quand il a commencé à atterrisser d'étincelles, moi et mon frère, on a sauté en bas puis on s'est retrouvés à Camp Hero, donc la base de Montauk, en 1983. Mais dans les faits, la base a fermé en 1981. Donc, si Bilek et son frère se sont retrouvés dans cette base-là en 83, ils étaient dans des baraquements vides puis dans une base abandonnée depuis 2 ans. Et cette base-là, écoute, je l'ai visitée. Elle appartient aujourd'hui au parc. Elle a été remise au parc de Long Island. C'est le service des parcs qui l'administre.
c'est vraiment un lieu désaffecté, là. Elle est entourée d'une clôture, elle est interdite aux visites, hein, parce que l'endroit est considéré comme dangereux. J'ai pu la visiter, on était, je crois, en 2004 ou 2005, je tournais pour la série Force Obscure, c'était à Z-Télé. Donc, avec l'autorisation des parcs, on est allé sur place, ils nous ont laissé entrer. Et comme on dit, le fait que c'est interdit, je ne veux pas dire que c'est inaccessible, parce que la première chose qui nous frappe en entrant sur les lieux, bon, bien sûr, ce sont tous ces bâtiments qui sont abandonnés depuis 20-30 ans, mais on voyait sur les murs là, toutes sortes de graffitis. On voit que du squatting et des jeunes se réunissent là. On voyait des endroits où on avait fait des feux, il y avait des canettes de bière, etc. Donc, on voit que les jeunes se rendent quand même sur la base, même si elle est désaffectée et même si elle est techniquement interdite. Et ce qui domine cette base-là, ben, c'est encore aujourd'hui ce bâtiment centrale avec son immense tour radar toute rouillée, à moitié effondrée, qui est encore là, qui est excessivement dangereuse. Mais tout ça pour te dire que finalement, c'est une base qui était tout à fait secondaire. Elle n'a pas joué un rôle important dans l'administration militaire américaine. Et voilà que dans le récit d'Hal Bielek, il dit, voilà, je me retrouve dans la base de Munta, Camp Hero, et il y a là une machine à explorer le temps qui ressemble au chronogir, dont j'ai fait entendre un petit bout là, pour les nostalgiques de cette série Au cœur du temps. Mais en fait, c'est comme un peu absurde. Tu dis, mais voyons, c'est n'importe quoi. Mais néanmoins, ce Hal Bielek, écoute, jusqu'à son décès, je dirais les 15-20 dernières années de sa vie, à partir du moment où il a raconté cette histoire-là de Camp Hero, ben, écoute, les gens ont embarqué là-dedans, ils ont cru qu'il pouvait y avoir une machine à explorer le temps qui était là, ils ont avalé l'histoire. Et avec le recul, on se demande, mais comment cette histoire-là, parce que elle est construite essentiellement sur des mensonges, sur des fantasmes. D'abord, ceux de cet individu mythomane qui était Karl Allan, qui d'ailleurs a lui-même reconnu qu'il avait tout inventé, et ensuite reprise par Hal Bielek, qui lui va en rajouter avec son histoire de machine à explorer le temps. Et c'est sûr que si tu regardes ça de l'extérieur, tu te dis, mais comment cette histoire-là a pu si bien fonctionner? Pourquoi, encore aujourd'hui, en 2020, cette histoire-là qui ne repose sur strictement rien, comment est-ce qu'elle a fait pour tenir le haut du pavé? Pourquoi joue-t-elle encore pourquoi suscite-t-elle encore autant d'intérêt au sein de ce milieu de gens intéressés par le mystère? Et je te dirais que dans l'histoire de Philadelphie, c'est pour ça que je l'aime. Parce que tu as les 5 ingrédients majeurs. Hein, pour qu'une bonne histoire elle marche bien, là, pour que la mayonnaise prenne, il faut 5 éléments. Le premier élément, il faut que l'histoire soit fantastique, mais en même temps, elle soit crédible. Et l'histoire de l'expérience de Philadelphie, elle est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle est fantastique. L'idée de téléporter un navire ou le rendre invisible, tu te dis, c'est fantastique, mais en même temps, c'est possible dans la mesure où on entend, du moins aujourd'hui, on se dit que c'est possible parce qu'on entend toutes sortes de discours qui sont entretenus là, avec l'avènement de la physique quantique. On entend les grands de ce monde, les grands physiciens, Stephen Hawking, Michio Kaku, tous ces grands-là qui nous disent la possibilité de rendre invisible, c'est vrai, et la possibilité du voyage dans le temps, c'est possible également. C'est pas faisable, hein, on s'entend bien là, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, c'est pas faisable, mais il semble, hein, pour le néophyte qui est de l'extérieur, on écoute ces grands scientifiques-là parler, et il semble nous rendre presque possible cette idée du voyage dans le temps ou de l'invisibilité. Et ensuite, le cinéma, la science-fiction, notamment la téléportation avec la série Star Trek, ben tout ça fait que on est dans une culture où on est presque prêt à accepter cette réalité-là. Et l'expérience de Philadelphie, ben, il y a cette aura autour, c'est une histoire fantastique, mais quelque part, elle rejoint dans la réalité le discours de certains scientifiques qui nous parlent de physique quantique. Le deuxième élément, c'est bien sûr, il faut qu'il y ait des éléments qui soient vérifiables. Et dans le cas de l'expérience de Philadelphie, on ne nous parle pas d'un bateau X autour d'une île Y avec des gens, monsieur et madame tout le monde, c'est pas ça. Là. On nous parle du USS Eldridge, il existe ce navire-là. On nous parle du port de Philadelphie, c'est un endroit bien précis. Lorsque Karl Allan parle de l'expérience de Philadelphie, il dit les gens qui étaient attachés à cette expérience-là, il y avait des chercheurs comme Van Neumann, Einstein, Nikola Tesla. Ce sont des gens qui ont bel et bien existé. Donc, on a une histoire fantastique, mais on nous met des ingrédients bien réels, des choses que l'on peut vérifier et qui ont un semblant de vraisemblance. Ça, c'est le deuxième élément pour que l'histoire fonctionne bien.
On nous met des personnages louches. Et ça, des personnages louches, on aime ça. Et c'est pour ça que je te mentionnais tantôt pourquoi Carl Laland était un sans-abri. C'est ici que ça prend son ampleur. Quand les gens ont essayé de retrouver Carl Laland, comme c'était un sans-abri, parce qu'à partir du moment où l'histoire se met à circuler, l'une des premières réactions des gens qui se penchent sur cette histoire-là, c'est de dire, on va essayer de trouver ce Carl Laland, ce Carlos Miguel Allende, mais on n'y arrive pas. On n'arrive jamais à savoir où il est, à quel endroit on peut le joindre. C'est toujours lui qui envoie des lettres, mais à toutes les fois où on essaie d'envoyer des lettres de réponse, ça tombe toujours, la lettre revient. C'est comme si c'était mystérieux. Et là, moi, je me rappelle avoir lu des comptes rendus de cette histoire-là où les auteurs disaient personnage mystérieux, Carl Laland. Non, il n'est pas mystérieux, c'est un sans-abri. Il n'y a pas de domicile fixe, donc c'est sûr que tu n'arrives pas à le rejoindre. Donc le type, le fait qu'il soit sans domicile fixe, va contribuer à le rendre mystérieux. Mais en réalité, il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Il n'y a juste pas d'adresse. Voilà. Et ensuite, on nous dit, oui, mais il y a les militaires aussi qui se sont intéressés à l'histoire de Philadelphie. Mais en réalité, on déforme l'événement. Parce que ce qui s'est produit, c'est vrai que les militaires ont reçu un livre annoté de Carl Laland. Et c'est vrai que les militaires de la US Navy, en fait, 2 militaires, George Hoover et Sidney Sherby, ont invité Jessup au bureau de la recherche navale à Washington. Mais ils l'ont fait à titre privé, tu comprends? C'est pas les militaires, c'est 2 militaires, en fait, qui ont reçu le livre annoté, et eux s'intéressaient aux technologies nouvelles, à Nikola Tesla, les soucoupes volantes, et ils ont trouvé quelque chose là-dedans d'intéressant, et ce sont eux qui ont invité Jessup, mais ils l'ont fait sur une base privée. Lorsque le livre a été réédité avec les annotations, ce qu'on a appelé l'édition Varro, elle a été payée de la poche de George Hoover et de Sidney Sherby, c'est pas la US Navy, ça. Donc, la US Navy ne s'est jamais, mais jamais intéressée à cette histoire-là. Il y avait 2 cocos, quelque part, qui travaillaient pour la US Navy, qui, eux, ça les intéressait à titre personnel. Mais on a déformé cette version-là en faisant que, wow, c'est la US Navy qui s'intéresse à l'histoire. Alors que c'est pas vrai du tout, tu sais. Il y a une dose de crédibilité dans l'histoire. Ça, c'est important aussi comme élément parce que, bon, si tu mets la US Navy, tu mets des scientifiques, on dit le docteur Jessup, en réalité, il était bachelier en astronomie, il était pas docteur, oui. Mais le fait qu'on met des gens comme ça, le fait qu'on mentionne Albert Einstein, écoute, qu'est-ce que tu veux de plus crédible qu'une expérience à laquelle aurait participé Albert Einstein? Donc, tu as tous ces ingrédients-là. Puis le 5e élément, il n'est pas forcément nécessaire pour que la mayonnaise prenne, mais c'est toujours bon, c'est le soupçon de drame. Et dans notre histoire, le soupçon de drame, bien sûr, c'est le suicide de Maurice Jessup que les amateurs de mystère vont monter en épingle en disant « Il s'est suicidé, mais peut-être est-ce un meurtre qu'on a essayé de dissimuler en suicide parce qu'il allait faire des révélations sur l'expérience de Philadelphie. » Et ça, c'est très propre à l'univers du paranormal. Il y a plein de gens qui sont morts prématurément dans l'univers des ovnis, comme il y en a qui sont morts prématurément dans le sport ou dans n'importe quoi, tu comprends? Mais dans l'univers du paranormal, si un individu meurt de manière prématurée ou s'il se suicide, c'est toujours quelque part un meurtre dissimulé en suicide où on a forcé la crise cardiaque, où on a injecté un cancer à quelqu'un pour le faire mourir plus rapidement pour pouvoir entretenir ce soupçon de drame. Ça, ce sont donc les 5 éléments importants qu'on retrouve dans l'expérience de Philadelphie, mais qu'on retrouve à peu près dans toutes les expériences ou les grandes histoires qui ont marqué le paranormal pour que la mayonnaise prenne, pour que l'histoire devienne, comme le disait John Ford, pour qu'elle devienne une légende. Elle a besoin de ces éléments-là et l'expérience de Philadelphie les avait. 19h49, Christian Page. On est maintenant rendu à la conclusion de cette émission Radio X-Files. Ben oui, il reste quelques minutes. Écoute, je voulais répondre à une question qu'une dame, une auditrice m'a envoyée cette semaine. Elle me dit qu'elle regardait la série Projet Blue Book, qui est présentée à Historia.
Et dans un des épisodes, il y a une histoire de monstre qui apparaît à Flatwood. Puis là, on voit, les comédiens, celui qui incarne, par exemple, le professeur Hynek qui arrive sur place. Et là, on voit comme une zone qui a été littéralement brûlée. Bon, une histoire de monstre qui apparaît. Bon, quelle est la vraie histoire autour de ça? Bon, l'événement, il est bien réel. Hein? D'ailleurs, quand on regarde la série Projet Blue Book, la plupart des événements qu'on nous montre sont inspirés. Je dis bien inspirés, là, c'est pas tout à fait ça que c'est produit, mais inspirés de faits réels. Dans le cas du monstre de Flatwood, c'est une histoire qui nous ramène au 12 septembre 1952. Donc, on a des jeunes qui jouent, qui s'amusent dans un parc, qui jouent, et voilà qu'ils observent au-dessus de la colline une espèce de lumière qui traverse le ciel. Ils sont 3, ils se disent, tiens, voilà, il y a un objet qui est tombé, peut-être un avion, quelque chose comme ça. Même aussi, on parle de soucoupe volante. Alors, les jeunes, on parle de jeunes à 10-12 ans, là, à peu près. Là. Ils décident d'aller voir ce qui s'est passé sur la colline. Alors qu'ils montent vers la colline, ils sont rejoints par d'autres jeunes, un peu plus âgés, 16-17 ans, et même la mère de 2 d'entre eux va se joindre à eux. Ils montent sur la colline. Le soir, la nuit est tombée à ce moment-là. Lorsqu'ils arrivent sur place, il y a une espèce de brouillard. Ils disent voir une lumière rouge au loin. Et là, ils entendent un craquement derrière eux. Ils se retournent. Ils ont une lampe de poche. Et dans le faisceau de la lampe de poche, ils voient une espèce de créature qui mesure 2,50 m de haut, qui a une espèce de tête ronde entourée d'un globe de verre. Et derrière elle, elle a comme une espèce de capuchon qui rappelle la figure du pic là, dans les cartes à jouer. Là, elle a ça derrière elle. Elle a comme des pattes avant qui ressemblent à des serres d'oiseaux, et en dessous, c'est assez curieux, la partie basse semble être une espèce de robe ou de jupe. Hein? Et au moment où il l'éclaire avec la lampe de poche, la tête semble dandiner comme si la créature faisait mouvement vers eux, et là, ils s'enfuient. Ils vont contacter le bureau du shérif, et le shérif va se rendre sur place, il va monter sur la colline. Quand il arrive sur la colline, plus de créatures, plus de vapeur, plus rien, plus de lumière rouge, pas rien. Est-ce que ça se passe, quelle a été l'enquête du projet Blue Book dans cette histoire-là? C'est pouette,